Dialogue direct entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire et les étudiants de l'université de Cocody. Une seule question à l'ordre du jour. Les différentes opportunités que le géant asiatique peut offrir aux étudiants ivoiriens. Selon les statistiques récentes, il y a environ 1000 élèves, 1000 étudiants ivoiriens qui font des études en Chine. La plupart bénéficient des bourses gouvernementales chinoises et le gouvernement chinois va encore continuer à renforcer ce soutien aux jeunes ivoiriens pour qu'ils puissent perfectionner dans les études. Construction d'infrastructures universitaires, bourses d'études, apprentissage du mandarin. Bref, durant ces 2 heures d'échange, presque tous les sujets sur le niveau de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement supérieur ont été passés en revue. Pour les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, tout comme pour les étudiants, la visite du diplomate chinois est porteuse d'espoir. C'est tout un bonheur pour nous de le recevoir ici et de pouvoir parler avec lui directement et avec un public aussi important. Du coup, nous sortons des cadres habituels des bureaux pour échanger directement avec les étudiants qui ont posé un certain nombre de problèmes et j'espère que l'ambassadeur a bien pris note et qui va donner satisfaction aux choses qu'on lui a demandé en tout cas. Nous avons parlé de la technologie, du processus très avancé de la technologie. Ici, dans toutes les universités de Côte d'Ivoire, nous avons des sciences techniques et pour nous, c'était de profiter véritablement de l'exemple ou de l'Eldorado chinois pour que lorsqu'on parle de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Nangrua Bourgois, ça soit véritablement des universités à la pointe de la technologie. Cette conférence sur les opportunités d'études est la preuve des excellents rapports entre la Côte d'Ivoire et le géant asiatique. Une relation concrétisée ces dernières années par la construction d'infrastructures comme le barrage hydroélectrique de Soubré et le stade olympique de Bempé. Après les fonds octroyés à l'OHADA en 2012 dans le cadre du PACI, le projet d'amélioration du climat des investissements, la Banque mondiale remet le couvert. Pour ce PACI 2, ce sont encore 8 milliards de francs CFA qui sont mis à disposition pour accroître davantage les performances des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le projet a un objectif qui est déjà de renforcer le cadre institutionnel et organisationnel de l'OHADA, d'améliorer donc la performance de ces institutions et en même temps d'améliorer la qualité de l'information financière. Et ce que vous devez retenir justement par rapport au financement initial, c'est que les résultats, comme on l'avait mentionné tantôt, ont été atteints et même dans certains cas dépassés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la performance de tous les États membres de l'OHADA s'est améliorée. Pour la première phase du projet d'amélioration du climat des affaires, les résultats ont été atteints. Pour la deuxième, les États membres de l'OHADA ne veulent pas décevoir leur premier bailleur. La réunion ici à Abidjan, à laquelle prennent part des cadres, va permettre aux différentes entreprises d'être dotées des informations de meilleure qualité vis-à-vis des investisseurs. Il y a des investisseurs qui disent « nous ne faisons que prêter de l'argent aux entreprises ». Mais quand on prête de l'argent aux entreprises, le problème qui se pose, c'est le problème des impayés. Et il faut alors aller devant les tribunaux. Nous, on n'est pas intéressés à aller devant les tribunaux. Nous voulons des factureurs sur le terrain. C'est-à-dire des gens à qui nous vendons nos créances. Ce système n'est pas encore bien réglementé dans nos pays. Donc nous sommes en train de préparer un texte sur ce point-là. Rappelons que l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui compte 17 États membres dont la Côte d'Ivoire, a pour mission de garantir au niveau de ses États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. La réunion dite de lancement des activités du financement additionnel du PACI 2 s'est tenue sur 2 jours. De jeunes étudiants impressionnés par ces œuvres d'art qui ont traversé le temps et l'espace jusqu'ici sur leurs piédestals respectifs. Nous sommes au musée des civilisations de Côte d'Ivoire, le paradis des œuvres d'art, témoin de l'histoire du peuple ivoirien. À la base, on nous a donné un exposé à faire sur la chromatologie et la culture. Donc on est venu voir les différentes œuvres que propose le musée. Ici en Afrique, on a
On n'accorde pas vraiment trop d'importance à l'art. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne s'imprègnent pas vraiment dans l'histoire de l'art. Alors que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir développer notre Afrique, notre continent. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire pourrait s'enrichir bientôt d'autres œuvres dans le cadre de la restitution d'œuvres d'art à l'Afrique, des objets emportés pendant la colonisation. Je sais qu'au niveau du musée du Quai Branly seulement, la Côte d'Ivoire a plus de 4000 pièces. 4000 pièces représentatives des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Au niveau des sculptures, nous connaissons les œuvres de la Côte d'Ivoire tout de suite, systématiquement. Les œuvres de la Côte d'Ivoire ne sont pas les œuvres du Bénin, ce n'est pas les œuvres du Mali. Donc chaque pays a ses traits distinctifs et c'est ce qu'on voit à travers les sculptures qu'on réalise. La Côte d'Ivoire attend plus de 4000 œuvres d'art, aujourd'hui exposées dans les musées en France. Mais les autorités ne sont pas dans une logique de réclamation brutale, assure la directrice du musée. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire veut prendre ses œuvres maintenant. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est en train de préparer les conditions de ce retour. Donc tant que ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas dire donnez-nous les objets. Mais les choses sont en train de se mettre en place et c'est vraiment encourageant. Selon les experts, 85% à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Ce sont environ 90 000 pièces exportées entre 1885 et 1960. L'armée française a mené une opération dans le centre du Mali qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de l'IAD à Gagali, Amadoun Koumfa, chef de la Katiba Massina. Cette opération dans la région de Mopti a combiné l'action de nombreux moyens aériens, un succès supplémentaire dans la lutte menée par les armées françaises aux côtés des forces armées maliennes, de celle de la force conjointe du G5 Sahel et de la MINUSMA pour la sécurité au Mali et au Sahel. L'organisation terroriste a visé à plusieurs reprises les civils et les symboles de l'autorité de l'État malien. L'affaiblissement des groupes terroristes est essentiel pour envisager le retour des services publics, l'accès à l'éducation, la normalisation graduelle de la vie quotidienne. La région de Mopti, dans le centre du Mali, a été au cours des derniers mois de plus en plus infiltrée par les groupes djihadistes défaits par l'armée française lors de l'opération Serval en janvier 2013, mais qui profitent des immensités désertiques de la région pour régulièrement reconstituer leurs groupes combattants. Quelques 4500 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane qui a succédé à Serval. C'est une mission inhabituelle pour ces soldats. Déployer des clôtures de barbelés sur leur propre territoire. De l'autre côté du Rio Grande se trouve le Mexique. Ces barrières sont là pour encourager les migrants à traverser la frontière par le pont, qui est l'endroit officiel pour le processus d'entrée aux États-Unis. À la demande de Donald Trump, 5800 soldats américains ont été envoyés à la frontière avec le Mexique. Objectif, répondre à l'arrivée de groupes de migrants venus d'Amérique centrale. Pour les 1300 soldats déployés au Texas, pas de caravane en vue. Les migrants ont choisi Tijuana, à 2000 km de la frontière de la Californie. Mais sur le terrain, les hommes tentent de garder le moral. Je suis content de prêter main forte de toutes les manières possibles. J'y crois, tant que nous aidons les agents aux frontières. Dans ce sens-là, ça me va. Dans la ville de Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. Ici, les migrants et les échanges entre les deux pays font partie de la vie quotidienne. Le déploiement de l'armée ici est ridicule, absolument stupide. Parce que s'ils veulent entrer, ils entreront dans tous les cas. C'est absolument ridicule. À Laredo, les tentatives de passage de la frontière se comptent en centaines chaque jour. Dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, une trentaine de migrants reprend des forces. Leur route, souvent dangereuse, a duré des semaines avant de les mener enfin aux États-Unis. Notre frontière est très fluide, c'est le cas depuis des siècles et ça continuera de l'être. Je pense que ce qui capte l'attention des gens, c'est les nombres importants d'arrivées, comme la caravane.
Et cela rend les gens anxieux, excités, effrayés et ne savent pas comment réagir à ça. Les militaires n'ont pas le droit de mener des opérations de maintien de l'ordre sur le sol américain et ne peuvent donc pas avoir d'interaction directe avec les migrants. Le coût de l'opération qui doit s'achever le 15 décembre se chiffrerait à 72 millions de dollars.